Bonjour Stéphanie Bonadio, je suis ravie de vous recevoir pour Tribune Libre. Donc aujourd'hui nous recevons une véritable battante qui a vaincu, on va dire, la maladie et un système qui broie. Alors pour faire un petit peu original, j'aimerais bien savoir, d'abord première question, quel est votre point de vue sur la dissidence? Parce que ça c'est une nouvelle communauté, on va dire, que vous avez rencontrée depuis 3 ans. Alors plus effectivement les années passent, je constate que dans la dissidence, il y a différents niveaux de résistance, avec un niveau d'éveil qui est complètement différent d'une personne à l'autre, avec finalement une catégorie que j'appelle les résistants canapés, qui on retrouve généralement dans beaucoup de pique-niques, soirées organisées par la résistance, qui apprécient s'amuser et se retrouver entre nous, qui certainement s'informent à travers des médias, etc., mais qu'on ne voit jamais passer à l'action, qui ne soutiennent aucun projet de résistant, qui ne partagera pas forcément d'informations non plus. Et de l'autre côté, à l'opposé, on a des gens qui sont sur le terrain, qui partagent les projets de leurs camarades résistants, qui participent à des projets, qui sont sur le terrain à leur manière pour essayer de faire bouger les choses, que vous soyez sportif, artiste ou n'importe quoi d'autre. Ils utilisent leurs compétences et leurs passions personnelles pour essayer de mettre en place des choses pour transformer le monde dans lequel on vit, ou en tout cas la société, notre quotidien. Et j'ai constaté vraiment ces deux niveaux. J'ai pas le sentiment qu'il y a un intermédiaire, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux opposés qui se sont mis en place finalement, qui se sont dessinés naturellement. Il y a des passerelles entre les deux? Des passerelles, les uns peuvent basculer dans l'autre niveau, j'ai envie de dire, mais finalement ça ne dépend que de soi. On aura beau pousser les gens ou discuter avec eux, si le changement ne vient pas de eux et le déclic de leur propre personne, ces gens-là ne basculeront pas dans le côté... En fait, c'est comme si certains s'étaient simplement arrêtés à l'histoire du Covid, aux injections, etc., mais ne se sont pas éveillés sur d'autres sujets dans lesquels nous sommes aussi emprisonnés par le gouvernement et tout le système qui existe et qui nous détruit chaque jour un peu plus. Et pourtant, il y en a des sujets qui nous emprisonnent et qui nous détruisent. Et c'est là que je constate du coup la différence d'éveil entre chaque individu. Donc il y a différents niveaux d'éveil, on est tous l'endormi de quelqu'un. Voilà, exactement. Mais moi, je suis certainement l'endormi de quelqu'un. Restons humbles alors. Donc vous avez rencontré beaucoup de nouvelles personnes depuis 3 ans, et notamment lors de votre combat face à on va dire un système médical assez froid. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour revenir sur ce sujet? En 2021, j'ai constaté que j'étais atteinte d'un cancer en mai 2021. On était dans une période très compliquée au niveau de la crise sanitaire, et plus les mois avançaient, plus ça devenait compliqué finalement pour être soigné. À partir du moment où ils ont mis en place le pass sanitaire à l'hôpital. À cette période, lorsqu'ils l'ont mis en place, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit quand même, le milieu médical, les chefs d'établissement, les médecins vont quand même se mobiliser et ne pas appliquer ce que le gouvernement avait imposé. Et finalement, je me suis complètement trompée, puisque je me suis retrouvée en août 2021, lorsqu'ils ont mis en place ce pass, face à des vigiles. Et c'est là que je me suis complètement plantée et que j'ai été naïve en fait sur ce point-là. Et à partir de là, vraiment, ça a été compliqué. Ça a été un parcours du combattant pour pouvoir entrer à chaque fois à l'hôpital, faire des tests, aller au laboratoire, faire voilà, tout un parcours pour pouvoir avoir ces fameux résultats à temps, pour pouvoir entrer dans les hôpitaux. Si vous n'aviez pas les résultats de vos tests, vous pourriez rentrer chez vous. Que vous ayez une simple grippe ou que vous soyez soigné pour un cancer au bord de la mort pour certains. Complètement... effroyable, cette manière dont on a été traités, nous les patients, jusqu'à finalement un refus de soins en décembre 2021,
parce que mon test n'était plus valide de la veille, puisque nos tests étaient valables 24 heures et que la veille j'étais déjà dans l'hôpital toute la journée, n'ayant pas pu aller chez mon médecin, avoir une ordonnance pour ensuite aller au laboratoire faire des tests et avoir mes résultats le soir, la veille pour le lendemain. Et ben, j'ai tenté avec le pass de la veille et finalement ça a bipé invalide. Donc je suis restée dehors pendant 4 heures. L'hôpital a préféré appeler la police et la BAC pour me dégager. Je n'ai pas dégagé et des négociations ont pu se mettre en place au bout de 3 heures avec la police finalement qui faisait le tampon entre les médecins restés à l'intérieur de l'hôpital et moi à l'extérieur aux yeux de tous les passants, de tous les taxis, de tous les malades. Vous avez ressenti un personnel médical sous tension, sous pression ou lui-même déboussolé? Ah, pas déboussolé, non. Complètement convaincu de leur action, de leur manière de faire. Celle qui était complètement en tort, c'était moi en fait. La victime devenait bourreau en fait. On vous a fait culpabiliser? Ben, quand on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer parce que vous êtes trop dangereuse, parce que vous n'avez pas de passe, ça c'est des propos qui ont été tenus par certaines personnes devant l'hôpital, qui travaillent dans l'hôpital, ou quand on a des personnes qui nous disent, des chefs de service, le Covid est plus grave que votre cancer, faites-vous vacciner, ça réglera vos problèmes, c'est-à-dire vous ne serez pas là aujourd'hui devant les escaliers, vous serez dedans en train de vous faire soigner. Regardez, j'ai mes 3 doses, je suis en pleine forme. La culpabilité, on nous l'a foutu au nez aussi à plusieurs reprises. Lorsqu'on nous pose à maintes reprises, à chaque rendez-vous, où en êtes-vous de votre schéma vaccinal et qu'on vous fait comprendre que vous êtes en tort de ne pas vous faire injecter. Quand on nous insulte en nous disant que c'est à cause de vous que les gens meurent, que c'est à cause de vous que les soignants souffrent, que c'est à cause de moi que les lits en réa sont engorgés et que des gens vont mourir par manque de soins. Ou alors nous faire insulter de parano parce que je fais partie d'un groupe de personnes qui refusent d'être injectées. Ouais, on peut appeler ça effectivement une méthode de manipulation et tentative de culpabilisation d'un patient qui déjà doit gérer son cancer et plus le stress de la maladie, on lui rajoute de la culpabilité en lui disant finalement c'est à cause de vous que les gens meurent, quoi. Vous avez eu peur pour votre vie à ce moment-là? Au moment où j'ai eu mon refus de soins en décembre 2021, j'avais fait des contrôles, parce que parfois on avait des contrôles pour voir où en était notre tumeur, si elle réduisait ou pas. Moi, au départ, j'avais une tumeur qui faisait 6 cm sur 5 et qui s'était étendue au ganglion. Aux différents contrôles, la tumeur ne réduisait pas. Donc moi, en décembre 2021, pour moi, c'est comme si vous voulez, la tumeur n'avait pas pris. Le traitement, c'est comme si, finalement, je pensais qu'il n'avait pas pris. C'est pour ça que je n'ai pas voulu repousser la chirurgie, parce que si je repoussais à 2 semaines, peut-être que, comme j'avais un cancer agressif, c'est eux qui me l'avaient dit, et qu'en plus j'étais sujet jeune, je me suis dit, si je repousse encore à 2-3 semaines cette chirurgie, peut-être que déjà tout ce que j'ai fait là, n'aura servi à rien. Donc ça veut dire que moi j'aurais ingurgité un traitement lourd pour rien du tout. Donc c'est pour ça que voilà, je manifestais mon mécontentement parce que je me suis dit mais attends, ils veulent me laisser crever. Et je l'ai dit à la police, ils veulent me laisser crever en me laissant là et en ne négociant pas la possibilité de me laisser rentrer. Donc j'avais quand même cette crainte de me dire mais qu'est-ce qui va se passer finalement. Et vous avez trouvé des soutiens à ce moment-là aussi? Des soutiens de la part des collectifs existants. Notamment à cette période, j'étais dans un collectif, le collectif Blouse Blanche. Il y avait d'autres groupes aussi dans le 78. Et un autre groupe d'ailleurs qui s'est créé à la suite de tous mes problèmes que j'avais eus à l'hôpital. Qui est le groupe Bonjour la vie. Et c'est vraiment à travers tous ces groupes et ces collectifs de résistants, dissidents que j'ai trouvé... de l'écoute, une oreille attentive et de la compréhension, parce que quand vous êtes face à des personnes, et j'ai été face à des gens qui n'avaient pas cet éveil-là et qui finalement ont considéré que j'étais en tort et que c'était à moi de respecter les règles
et qu'il fallait obéir à ce qu'on me disait et que c'était comme ça et pas autrement. Et que en gros, je n'avais pas à me plaindre de ce qui m'arrivait finalement. Que c'était normal que je sois confrontée à ce genre de refus parce que je ne respectais pas les règles. D'accord. À ce moment-là, vous avez aussi soigné votre cancer de différentes manières, je crois savoir. Oui, en fait, même avant de commencer les traitements allopathiques, le traitement de la chimiothérapie cancer, c'est quelque chose qui est assez lourd. Moi, j'ai toujours fait attention à mon hygiène de vie, je prenais pas de médicaments et je ne fume pas, je bois très peu. Donc m'ingurgiter, si vous voulez, des produits néfastes dans mon corps, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et j'ai hésité à me faire soigner par la médecine allopathique. Et quand j'ai accepté la chimio, il n'était pas question pour moi de traiter uniquement par la médecine allopathique, mais d'y associer des médecines douces pour réduire impérativement les effets secondaires ou au maximum les effets secondaires liés au traitement. Et c'est ce que j'ai fait avant même de démarrer les traitements. J'ai commencé par la médecine douce pour préparer mon corps au traitement qui allait arriver. Quels sont ces effets secondaires? Pourriez-vous nous en parler? Les effets secondaires, il y en a un paquet, mais je peux vous citer par exemple, ça dépend aussi des individus, ça dépend du type de cancer, du type de chimio, mais on peut avoir par exemple beaucoup de fatigue, on peut avoir des troubles digestifs avec soit diarrhée, constipation, de l'acidité gastrique, des aftes, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Il y en a un panel, je ne peux pas tout citer, mais on a d'ailleurs un paquet de médicaments qui nous sont transmis par la pharmacie sous ordonnance des médecins pour lutter contre les effets secondaires qu'on pourrait avoir liés au traitement. Des nausées, vomissements, il y en a tellement que voilà, je ne peux pas tout citer. Ça dépend aussi des individus, comme je le disais. Ça se passe comment, une chimiothérapie, concrètement? Alors, pour ma part, ça s'est passé, j'avais des cures toutes les 3 semaines, j'allais à l'hôpital. J'avais eu, avant de commencer les traitements, une chambre implantable qui a été implantée de ce côté, côté droit, parce que mon cancer était à gauche. Donc, on nous implante une chambre implantable, pour ma part, à droite. Et c'est par là qu'en fait, on fait passer la chimiothérapie et non pas par les veines. On nous pique en fait dans une sorte de boîtier. Et donc on a les poches de chimio qui ensuite coulent et qui sont diffusées dans le corps, soit quelques minutes ou plusieurs heures, ça dépend le cancer. Et les effets sont assez rapides et violents? Ça dépend des individus. Pour ma part, j'ai réussi à bien m'en sortir, à ne pas d'avoir d'effets secondaires et je suis convaincue que c'est l'alliance de la médecine allopathique et des médecines douces, en tout cas pour ma part, qui a certainement fait effet. Je n'ai pas eu de nausées. Les ressentis que j'ai eus en revenant de chimio, c'est vrai que les 2 jours, généralement, je restais allongée. Je marchais pas trop parce que je savais pas quels trop vraiment les effets que je pourrais avoir. On est très dégoûté de l'alimentation. On a du mal à manger. Soit vous mangez pas grand-chose ou rien même. Ou vous picorez, mais en fait on a aussi un peu des envies comme des femmes enceintes. Donc des fois je pouvais manger, j'en sais rien, moi j'avais une envie de kiwi par exemple, ou j'avais une envie que de lentilles. Donc et en fait c'est ça, et vous mangez vraiment des petites doses d'enfants, ou des fois rien, parce que moi aussi j'étais en jeûne 4 jours. Donc voilà, il y a des gens qui mangent rien parce qu'ils vomissent. Ça dépend vraiment des individus. Et quelles sont les médecines douces qui vous ont aidé? C'était quoi précisément? Alors moi, pour ma part, alors je parle à mon nom propre, j'ai mis en place beaucoup de choses. Je ne vais pas pouvoir tout lister, mais j'ai fait du jeûne pendant 4 jours, 2 jours avant la chimio, le jour J, un jour après. Jeûne en buvant de l'eau? Voilà, moi c'était un jeûne hydrique. Je buvais soit des infusions, soit de l'eau. J'ai mis en place de l'acupuncture, des séances d'acupuncture qui permettent aussi de lutter contre les nausées. Donc je faisais toujours une séance d'acupuncture avant la chimio et une séance après la chimiothérapie.
J'ai aussi eu pas mal de compléments alimentaires, donc de la nutrithérapie, notamment vitamine C liposomale, ça peut être de la vitamine D3, du magnésium et plein d'autres plantes, le chardon-marie, desmodium par exemple pour protéger le foie. J'ai fait appel aussi à l'argilothérapie, donc beaucoup de cataplasmes d'argile que j'ai fait pendant tous mes traitements pour absorber les résidus de produits. Donc cataplasme foie, rein, sein, tête. Le sport évidemment, l'activité physique qui est incontournable pour chasser la fatigue et puis voilà aussi à détoxiner, de même que l'argile ça permet de détoxiner le foie et d'éliminer un maximum de toxines qui peut engendrer beaucoup de fatigue parce que on a des émonctoires qui sont complètement encombrés et le foie est très important parce que c'est là où tout est filtré, les toxines pour éliminer tout ça du corps, mais si c'est encombré, malheureusement il fait pas son travail, donc il fallait lui donner des fois des petits coups de pouce. La nutrition aussi qui est très importante, bien choisir les aliments, avoir une hygiène, réduire le sucre. Moi j'ai arrêté l'alcool, j'avais arrêté le café, j'avais arrêté le gluten. Voilà, j'ai mis pas mal de choses en place sous les conseils évidemment de professionnels, naturopathes, médecins acupuncteurs et bien d'autres. J'ai fait aussi du travail énergétique, la réflexologie plantaire, sophrologie, travail psychologique et bien d'autres choses à côté. Et vous sentez que ça vous a aidé à chaque fois que vous faisiez appel à une nouvelle méthode? Tout à fait. Ça a amélioré grandement la situation? En 5 mois, on va dire que finalement la tumeur avait complètement disparu et quand ils ont analysé la pièce de mon sein, ils ont dit qu'il n'y avait plus de cancer finalement. Et d'ailleurs, le chirurgien était assez surprise qu'il n'y ait plus rien au vu de la taille du cancer. Et aussi, j'ai une marque de produit que j'ai utilisée d'un chercheur qui a fait ses preuves aussi de l'alliance de la chimiothérapie avec la prise de ces compléments alimentaires et qui me semble avoir fonctionné en tout cas chez moi. Même si la taille de la tumeur ne dégrossissait pas, ça ne veut pas dire que finalement les cellules cancéreuses à l'intérieur n'étaient pas mortes, tuées. Vous êtes en rémission, donc vous êtes suivi actuellement? Là, je suis en rémission exclusivement en médecine douce. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini la chimiothérapie et la chirurgie, j'avais encore 9 mois de traitement. C'était en janvier 2022. Mais j'ai refusé de continuer mes traitements. Ça ne tient qu'à moi, c'est ma décision personnelle. Et j'ai décidé de continuer qu'à travers la médecine douce. Et là, depuis janvier 2022, ça se passe bien, quoi. Vous êtes toujours en contact avec les personnes qui vous ont soigné à l'époque? Alors, j'ai été alors pas avec mon oncologue, mais j'ai eu contact avec la chirurgienne parce que je voulais avoir quelques infos sur la reconstruction mammaire. Donc, j'ai eu rendez-vous avec elle en janvier 2023. Sinon, je suis en contact avec un autre oncologue d'un autre hôpital qui m'a pris en charge d'une manière, comme un médecin finalement, sans contrôle. Mais qui a joué vraiment son rôle de médecin et qui a revendiqué ne pas être un vigile et a revendiqué auprès de sa hiérarchie qu'elle refusait de contrôler ses patients et que l'objectif pour elle c'était de soigner et de ne pas contrôler et qu'elle soignerait tout le monde, que ce soit des gens qui ont un pass ou des gens qui n'ont pas de pass. Et c'était pas le cas de tous ses collègues dans l'établissement où elle travaille, mais elle a décidé de porter ses responsabilités en disant que s'il arrivait quelque chose, elle prenait la responsabilité des problèmes. Très bien. Ça a été un traumatisme, cette période, on peut le dire comme ça? Ça a été un traumatisme. Aujourd'hui, je me rends compte que finalement, la médecine, est-ce qu'on soigne encore réellement aujourd'hui? En tout cas, en 2021, quand j'ai été soignée, j'avais plutôt le sentiment qu'on contrôlait et qu'on scannait des patients, qu'on faisait un tri aussi au niveau des patients. J'ai perdu confiance en la médecine, totalement. Et j'ai perdu confiance aux médecins qui sont restés en poste. Ouais, c'est un traumatisme de se dire j'ai été face à la mort et que finalement, si je m'étais laissé faire,
j'aurais été peut-être injectée. Si j'avais pas été actrice de ma santé, de mon parcours de soins, j'aurais peut-être pas mis en place des médecines douces, j'aurais été que traitée à la médecine allopathique. Enfin, il y a plein de choses. Mais il faut se dire qu'il faut travailler son mental. Mais oui, le traumatisme aussi, parce que j'ai perdu des amis dans ce combat-là, qui n'ont pas compris le combat que je menais et qui ont considéré que c'est moi qui étais en tort dans ce combat. Donc, ouais, face à la mort, ouais, c'est traumatisant de dire finalement on ne veut pas nous soigner, quoi. On veut bien vous soigner si vous respectez des règles qui ont été mises, et si vous avez une façon de penser qui est différente, eh ben, vous n'aurez pas accès aux soins comme tout le monde. Donc ces 3 années vous ont transformé en profondeur, ça c'est évident, Tout à fait. Et vous allez en parler, le raconter dans un court-métrage. Eh ben, qui s'est transformé d'ailleurs en film, puisqu'à la base on était parti sur un court-métrage de 40 minutes et aujourd'hui on est entre 1h et 1h30 de film, tellement on a de choses à dire. Évidemment que ça m'a transformée par rapport à mes relations humaines, à ma façon de vivre. Je suis encore plus dans le, je vais pas dire dans le combat, mais je suis encore plus dans je prône la vérité et à défendre les injustices et ce qu'on peut appeler des discriminations, même si on ne peut pas appeler ça des discriminations parce qu'il faut que ce soit validé par un institut qui défend qui puisse valider. Mais voilà, on va dire des injustices. Et voilà, face à tout ça, j'ai décidé de graver l'effroyable dans le marbre à travers le film, mais aussi à travers le livre. Parce qu'on constate que c'est difficile de porter notre voix, c'est compliqué d'être dans des démarches juridiques aussi, parce que ils sont protégés par les mesures qui ont été mises en place et définies par le gouvernement. Donc j'ai décidé d'utiliser ma créativité, mon intelligence pour faire porter un message à la population pour qu'à la fois on dénonce, mais qu'elle puisse s'éveiller aussi. Ce long métrage aura la forme d'une fiction ou d'un docu-fiction? Alors c'est plutôt un documentaire, il n'y a pas de fiction, l'idée c'est vraiment de retranscrire le plus juste possible la réalité et ce que j'ai pu vivre, ou même retranscrire finalement la réalité d'autres patients, mais à travers mon histoire, parce qu'évidemment je ne suis pas un cas isolé. Et donc à travers une mise en scène, des flashbacks d'interviews que j'avais pu réaliser, et aussi quelques interviews de personnes qui m'ont suivi et qui donneront leur avis sur ce qu'ils ont pensé de toute cette histoire et du traitement qu'on m'a infligé. Vous le faites en duo avec un vidéaste, je crois. Voilà, c'est ça, c'est Alexandre Bellas, qui est aussi dissident et qui j'avais rencontré. Et donc, je lui ai proposé ce projet que j'avais en tête depuis un moment. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas lui proposer. Et puis finalement, ça lui a plu dès le début parce que c'était quelqu'un qui déjà, lui, dans les réalisations qu'il produisait, était déjà sur des films où il défend des valeurs de justice, vérité, liberté, etc. Donc évidemment ça lui a plu et ça lui a tout de suite donné envie de travailler avec moi, enfin en tout cas de collaborer. Il est actuellement en cours de post-production, le film? Voilà, là Alexandre est vraiment en train de travailler dessus, il devrait sortir en avril 2023 au plus tard. Et on a hâte qu'il sorte, et puis parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes soit qui l'ont vu et qui ont soutenu le projet, mais il y a encore des gens qui ne sont pas du tout au courant de comment ont été traités les patients et qui découvrent l'effroyable, et pour certains même n'y croient pas. C'est un devoir d'information ou de mémoire. C'est ça. Et c'est aussi un album d'un vécu fort. Oui. Ça va sortir dans des cinémas. Alors on aimerait bien que ça sorte en cinéma, dans des petites salles de projection, dans des cinémas de dissidents, résistants. Ça peut être aussi des projections en projection privée.
si par exemple des collectifs veulent se mobiliser, veulent mettre en place une projection pour je vais pas dire leurs bénéficiaires, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais les personnes qui sont dans l'association veulent faire une journée ou une soirée de projection, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a plusieurs, ça peut être aussi une projection éphémère à domicile où on peut mettre le lien à disposition pour une soirée et ensuite le lien disparaît et les gens peuvent regarder chez eux à domicile. Il y a plusieurs façons de faire. Et pour aider à sa production, il y a une cagnotte qui est encore en cours. Tout à fait. Vous voulez en parler, décrire le nom, enfin nous donner le nom du site, etc. Alors effectivement, pour pouvoir réaliser ce film, on a mis en place une cagnotte sur la plateforme Tipeee. C'est une plateforme collaborative qui est dédiée aux artistes. Et donc on y décrit notre projet à l'intérieur, en détail, on décrit aussi à la fois le projet mais le budget. Et chaque personne peut contribuer à hauteur qu'il le souhaite. Ce ne sont pas des dons, ce sont des contributions puisque face à chaque contribution, il y a une contrepartie qui sera reversée, enfin donnée, apportée aux contributeurs. Donc c'est sur la plateforme Tipeee, TIP3E. Sous le nom Cancer, une patiente devenue militante. Vous contribuez à hauteur que vous voulez. Si vous n'avez pas les moyens financiers pour contribuer, vous pouvez nous aider à travers le partage, en partageant le lien, partageant le projet à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à tous vos collègues sur les réseaux sociaux, dans les groupes Telegram de résistants. J'ai constaté depuis le début de cette cagnotte que exclusivement ce sont des résistants, des dissidents qui ont participé. On n'a pas réussi à convaincre pour l'instant les personnes, je vais les appeler les non éveillés, mais les personnes qui ne sont pas dans la résistance. Ça montre encore à nouveau que y a des personnes qui considèrent que je suis en tort finalement et que c'était à moi de respecter les règles qui étaient définies par notre gouvernement. Donc vous avez eu quelques remarques à cette occasion? Alors, les gens ne sont pas si honnêtes que ça. Ils ne répondent pas en fait. C'est-à-dire que nous, on peut communiquer sur des réseaux ou des canaux, des groupes WhatsApp, etc. Et on est face à des gens qui sont dans le silence total. Et ce qui est assez navrant, c'est que même si on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes réflexions sur le sujet, là, on demande un soutien sur un projet. En fait, c'est même pas sur la thématique, mais c'est aussi un projet. Et moi, je pars du principe que si j'ai une amie, un proche qui réalise un projet, même si je suis contre son idée, c'est le fait de je te soutiens dans ta démarche, je te soutiens dans ton projet, tu es mon ami, je te donne un coup de main pour que tu réussisses ton projet. Voilà, c'est un peu le je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout pour que vous puissiez vous exprimer. Tout à fait, tout à fait. Ce film va s'appeler comment? C'est encore un secret? C'est un secret. D'accord, et il va sortir en avril, hein? Si tout va bien, ouais, ça devrait. Vous avez une date précise de sortie? Non, on est en train de voir justement pour pouvoir trouver... on a déjà des contacts de salles où on pourrait projeter le film. Donc une fois qu'on aura bien défini et qu'on aura une date, voire plusieurs dates, parce que l'idée c'est vraiment de faire le tour de la France avec ce film. Interdiction qu'il reste bloqué dans un tiroir, il faut qu'il fasse le tour de la France. Et de la francophonie. Et de la francophonie, voilà. Du monde s'il faut. Il faudrait mettre des sous-titres alors. On va suivre ça de près, on va aller le voir bien sûr en avril. Redites-nous une dernière fois sur Tipeee, on tape... Tipeee, TIP3E, Cancer, une patiente devenue militante. Il ne nous reste plus que... ça s'arrête dimanche, ça s'arrête le dimanche 19 mars. Après cela, vous ne pourrez plus contribuer sur Tipeee. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut donner vos euros si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, partagez. Parce que grâce au partage, vous allez toucher des personnes que je ne peux pas toucher moi-même directement et qui peut-être pourront donner à votre place si vous ne pouvez pas donner. Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci pour Tribune Libre et nous allons voir le film dès qu'il est sorti. Ouais, j'ai hâte de vous le présenter et de débattre avec vous et d'avoir votre avis, votre ressenti. Et vous reviendrez ici pour nous en parler quand il sera sorti. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci Stéphanie, bonne adieu. Merci à toi.